Les Émirats n'ont jamais été construits pour la guerre. Tout son contrat social repose sur la vente de la certitude dans une région incertaine, et cela est particulièrement vrai à Dubaï. C'est ce qui en a fait l'un des pôles à la croissance la plus rapide au monde pour la finance, le commerce et le tourisme. Dubaï à elle seule abrite plus de 81 000 millionnaires, un nombre qui augmente rapidement. Mais les missiles et les drones qui volent un peu partout, ce n'est pas bon pour l'image, et la crédibilité de Dubaï est maintenant mise à l'épreuve. Dans un endroit comme celui-ci, cela compte peut-être plus que tout. Si cette crédibilité vacille, tout le système qui en dépend vacille aussi. Depuis le 28 février, l'Iran a lancé plus de 350 missiles et près de 2000 drones contre les Émirats arabes unis, ce qui est comparable à ce qui a été tiré sur Israël jusqu'à présent. Cependant, aux Émirats arabes unis, la réaction a été totalement différente. Ceux qui en ont les moyens partent, réservant vols commerciaux ou jets privés pour quitter le pays. Les hôtels baissent leurs prix, les centres commerciaux sont calmes, et certaines parties de la ville n'ont plus la même effervescence qu'avant. L'indice immobilier de Dubaï a chuté d'environ 30% en quelques jours. Les horaires des vols à l'aéroport international de Dubaï ont été perturbés, et le trafic maritime vers les Émirats arabes unis a commencé à ralentir, avec des dizaines de navires attendant au large près de ces ports. Rien de tout cela ne constitue un effondrement. Le modèle de Dubaï fonctionne. Il fonctionne jusqu'au moment où les gens commencent à se demander s'il fonctionne toujours. Les Émirats arabes unis ne sont pas une économie centralisée unique. C'est une fédération où différentes régions jouent des rôles différents. Abu Dhabi fournit la base. Elle détient la grande majorité des réserves de pétrole du pays et soutient le système grâce à sa richesse. Dubaï, en revanche, a construit autre chose sur cette base. Un système fonctionnant non pas au pétrole, mais au mouvement. Le capital y circule, les gens y circulent, les marchandises y circulent. Le rôle de la ville est de relier, de faciliter, de faire en sorte que tout circule efficacement. Ce système dépend d'une chose, la prévisibilité. Les vols arrivent à l'heure, le fret est traité rapidement et les transactions se concluent sans délai. L'attente n'est pas seulement que les choses fonctionnent, mais qu'elles fonctionnent sans perturbation. Avec le temps, cette attente est devenue le produit. Au fil du temps, Dubaï a vendu non seulement l'accès, mais aussi la certitude. C'était un véritable bouleversement. Dans une région souvent définie par l'instabilité, elle s'est positionnée comme l'exception. L'aviation s'appuie là-dessus. Emirates Airlines a compris très tôt qu'environ les 2/3 de la population mondiale se trouvent à moins de 8 heures de vol de Dubaï, ce qui en fait un point de connexion idéal. En tirant parti de cet avantage, l'aéroport international de Dubaï est devenu un centre mondial où les passagers d'Europe, d'Asie et d'Afrique convergent et poursuivent leur voyage. La même logique s'applique au commerce. Les ports de Dubaï sont conçus pour la rapidité. Les conteneurs arrivent, sont traités et repartent avec un délai minimal. Cette efficacité est ce qui attire les entreprises, et c'est ce qui a permis au port voisin de Jebel Ali de figurer parmi les 10 ports à conteneurs les plus fréquentés au monde, traitant des dizaines de millions de conteneurs chaque année. Ensuite, il y a le volet financier. Dubaï offre un environnement commercial où le capital peut circuler librement, avec des taxes relativement faibles et moins de restrictions que de nombreux autres centres concurrents. Cela le rend attractif non seulement comme lieu d'activité, mais aussi comme endroit pour conserver et gérer son patrimoine. De plus, chaque secteur de l'économie renforce l'autre. L'aviation alimente le commerce soutient la finance attire les gens, et les gens font fonctionner le système. Tout le système fonctionne grâce à la confiance du public. Les gens supposent que la circulation restera ininterrompue, que la ville restera sûre, stable et à l'abri de ce qui l'entoure. C'est ce qui permet au système de fonctionner aussi efficacement. Cependant, en seulement quelques semaines, l'éclat de Dubaï s'est estompé. Cette vidéo filmée le 28 février a marqué le moment où les gens ont commencé à remettre en question le rêve de Dubaï.
Un projectile iranien a frappé la façade maritime de l'hôtel Fairmont, situé sur les célèbres îles Palmes, qui abritent des méga-villas et des hôtels luxueux. Dans les jours qui ont suivi, la ligne d'horizon de Dubaï s'est transformée en zone de guerre. Voici une autre vidéo, capturée le 8 mars, montrant un drone Shahed iranien, survolant la plage de la ville, poursuivi de près par un avion de chasse tentant de l'abattre. Et une autre du 11 mars qui montre les conséquences d'une attaque de drone à l'aéroport international de Dubaï. Des attaques comme celle-ci se produisent presque tous les jours. Elles ont touché des sites emblématiques, la logistique et toutes sortes d'infrastructures civiles. Depuis le début de la guerre, près de la moitié des missiles et drones iraniens ont visé les Émirats arabes unis, beaucoup se concentrant spécifiquement sur Dubaï. La plupart des projectiles sont interceptés, mais certains passent à travers, et même lorsqu'ils ne le font pas, l'effet se fait quand même sentir. Leurs détonations sont devenues partie du paysage sonore de la ville. L'ampleur des attaques est importante, mais le choix des cibles l'est tout autant. Les Émirats arabes unis ne sont pas un champ de bataille au sens traditionnel, mais ils sont profondément intégrés dans le parapluie sécuritaire américain qui soutient Israël. Il accueille des installations militaires, coopère en matière de renseignement et joue un rôle central dans la logistique et la finance régionale. Du point de vue de Téhéran, cela en fait partie du même réseau. Ainsi, en lançant des missiles et des drones sur les Émirats arabes unis, l'Iran ne cherche pas à les vaincre, mais essaie plutôt d'augmenter le coût de la guerre en utilisant les Émirats comme point de pression, sans affronter directement les États-Unis. C'est pourquoi des missiles et des drones sont utilisés pour frapper les infrastructures et perturber la logistique. Cela introduit de l'incertitude dans un endroit qui repose sur la certitude. Cependant, des conflits surviennent. Les villes sont attaquées tout le temps. New York a été frappée le 11 septembre et Londres a connu les attentats du 7 juillet. Et pourtant, les deux villes ont encaissé le choc et ont continué d'avancer. Mais Dubaï est construite différemment. Et il n'est pas certain qu'elle puisse continuer à fonctionner comme elle l'a fait jusqu'à présent. Beaucoup de choses dépendent de qui y vit et de la facilité avec laquelle ils peuvent partir. À bien des égards, Dubaï est une nouvelle sorte de ville. Elle est fondamentalement différente de tout ce qui a existé auparavant. Historiquement, les gens vivaient et travaillaient au même endroit, ce qui a façonné la formation des villes. Elles ont évolué, se sont reconstruites après des catastrophes, et ont traversé des hauts et des bas, mais leur résilience venait de leurs racines. Faire partie d'une ville, c'est plus que simplement occuper un point sur une carte. Cela apporte un sentiment d'appartenance et de sens. Ces identités peuvent être complexes et inégales, mais elles restent néanmoins bien réelles. Pour beaucoup de gens, la ville est ce qui leur permet de comprendre qui ils sont et où est leur place. Et c'est aussi précisément ce qui les ramène, ce qui les fait rester et reconstruire même après que tout se soit effondré. Aujourd'hui, cependant, cette source d'identité n'est plus ce qu'elle était autrefois. Elle se dégrade. À mesure que les gens deviennent plus mobiles et se déplacent à travers les pays et entre les villes, ils perdent ce sentiment d'identité qui vient de la terre et du lieu. Les Émirats arabes unis sont l'exemple le plus clair de ce changement, Dubaï en particulier. Sa population est majoritairement composée d'expatriés, avec près de 9 résidents sur 10 détenant un passeport étranger. Certains sont des professionnels venus de Grande-Bretagne et d'Amérique, mais la plupart sont des travailleurs migrants, originaires d'Asie du Sud et du Sud-Est, qui font fonctionner la ville. Pour les deux groupes, le lien avec Dubaï est souvent transactionnel plutôt qu'organique. Ils n'ont pas de racines, pas de sentiment profond d'attachement à l'endroit où ils vivent. La majorité des expatriés venant à Dubaï ont des raisons précises. Ils viennent pour les opportunités, des revenus plus élevés, un mode de vie sans impôts, les attractions de la ville, et peut-être le climat. Et c'est précisément ce qui fait que cela fonctionne. Mais cela signifie aussi que les gens font constamment une analyse coût-bénéfice. Leur présence dépend presque entièrement de ce calcul. Dès que l'équation commence à changer, la logique qui les a amenés dans cette ville commence à s'effondrer. Et c'est le principal problème d'une ville inorganique et transactionnelle comme Dubaï. Elle peut croître rapidement lorsque les conditions sont favorables, mais elle peut rétrécir tout aussi vite lorsque ces conditions changent. Pour l'instant, même si des dizaines de milliers de résidents et de touristes ont déjà quitté Dubaï, la plupart des expatriés sont toujours là, ce qui montre que l'analyse coût-bénéfice fonctionne encore en leur faveur malgré les hostilités. Pendant ce temps,
La vaste population de travailleurs migrants de la ville n'a tout simplement pas cette option. Ils restent, non pas par attachement, mais parce qu'ils n'ont pas de véritable alternative. Ils sont liés au même système qui a permis à Dubaï de fonctionner dès le départ. Cela dit, plus la guerre s'éternise et plus de projectiles frappent Dubaï, plus cela érodera son attrait transactionnel et poussera les investisseurs à chercher des alternatives plus sûres. Une fois les hostilités terminées, les dirigeants émiratis proposeront probablement de nouveaux incitatifs, des plans de sauvetage, des extensions de visas et tout ce qu'elle pourra pour retenir les capitaux et maintenir les entreprises en activité. Et beaucoup de ces programmes fonctionneront, ce qui garantira en retour la survie de Dubaï. Mais survivre n'est pas la même chose que prospérer. À la suite de ce conflit, quelque chose de plus subtil aura changé. L'hypothèse d'un flux ininterrompu, d'un mouvement sans faille, d'une fiabilité absolue ne sera plus considérée comme acquise. Les investisseurs commenceront à prendre en compte des risques qui n'existaient pas auparavant, et les entreprises commenceront à diversifier leur exposition. La majeure partie du capital restera, mais une partie cherchera discrètement ailleurs. Les Émirats resteront unis, mais tout indiquera la même vulnérabilité. Aucune ville, aussi riche ou bien connectée soit-elle, ne peut totalement échapper aux contraintes géographiques. Je suis votre hôte, Shervan de Caspian Report. Si vous appréciez ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne sur Patreon et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci pour votre temps et salut.